on va être dans un récit entre un peu Full Metal Jacket et Heartstopper, si vous voyez un peu l'ambiance. Full Metal Jacket, parce que vous l'avez entendu, on se fait crier dessus, on est dans un boot camp, c'est-à-dire un camp d'entraînement, et ici du corps des Marines. Alors je vais vous pitcher l'histoire rapidement. On est donc avec Cameron qui sort fraîchement du lycée, sait pas trop quoi faire de sa vie, et du coup, il décide de s'engager, il rejoint le corps des Marines. Il n'est pas tout à fait sûr que ça n'est pas la pire erreur de sa vie finalement, mais en fait, pourquoi il s'engage? Il le fait plus par loyauté et désœuvrement, loyauté envers son meilleur ami qui lui sait qu'il va rentrer dans les Marines. Son père l'était avant lui, son grand-père, bref, tradition oblige. Et donc, Cameron suit son meilleur et son seul ami, Ray, dans cette aventure. Et d'ailleurs, il va le dire, son sergent recruteur, finalement, il va se convaincre lui-même que ça va être une bonne chose. Il a besoin de devenir quelqu'un d'autre, parce qu'on le voit assez vite, dans les quelques premières minutes. Cameron, c'est pas un mec très populaire. Au lycée, c'était plutôt le genre à passer la moitié du temps la tête dans les toilettes, poussé par cette soi-disant camarade de classe. Bref, c'est un souffre-douleur. Et donc, il se dit que finalement, peut-être, rejoindre ce corps prestigieux des Marines, c'est une manière de s'endurcir et de pouvoir affronter. Souffre-douleur qui va se hurler dessus tout le temps. Il est un peu candide, parce qu'évidemment, il va découvrir assez vite que finalement, des souffre-douleurs, il va l'être aussi encore et toujours peut-être dans ce camp. Et donc, on va le suivre pendant ces 8 semaines et comment il va mettre en place ses stratégies pour survivre. Dès le premier jour, il est persuadé qu'il doit quitter cet enfer tout de suite, mais il est partagé aussi avec ce sentiment de loyauté envers son meilleur ami. Et puis, il y a quand même une petite voix au fond de lui qui d'ailleurs est matérialisée sous la forme de son double. Il croise régulièrement son double, il converse avec lui-même finalement, avec sa conscience. Un double un peu plus extraverti que lui qui lui dit non, attends, ne pars pas trop vite, laisse une chance quand même à ce moment, parce que tu as besoin de sortir de toi-même, tu as besoin de te révéler à toi-même, parce que Cameron, il a aussi quelque chose au fond de lui qui le différencie de la majorité. Mais Cameron, il est gay et il l'assume depuis peu de temps. Je l'ai pas dit, mais on est en 1990. Ici, le récit prend part des événements en 1990. Et donc, finalement, il va rester. Il va morceau sa chic. Il va traverser les épreuves, tous ces entraînements, les uns derrière les autres. Ça va le faire grandir un petit peu. Ça va lui permettre de mieux se connaître, évidemment, connaître ses limites. Et puis aussi, ça va lui faire découvrir un peu sur la nature de l'homme, des êtres humains, parce qu'il est entouré de jeunes garçons qui ont des motivations diverses, mais qui sont tous rassemblés par un seul désir, c'est celui de devenir un homme, un vrai. Mais du coup, on se questionne, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait un homme un vrai? Surtout dans les temps d'aujourd'hui, où avec un retour comme ça du masculinisme débridé, qu'est-ce qui fait un homme? On va leur apprendre surtout à ne pas confondre le courage avec la bêtise, la fermeté avec l'entêtement, ou la force avec la violence. C'est une série... l'image du Marine, et spécialement dans les années 90, c'était pas du tout l'image que vous nous décrivez. En tout cas, c'est pas le personnage de Cameron. C'est ça qui est intéressant dans la série, et c'est ce qui a attiré mon attention, c'est que la série, elle est à la fois qualifiée par le Pentagone de Ramassi woke, donc vraiment un grand mépris, et de l'autre côté, par la gauche, elle est qualifiée de série qui fait l'apanage du militarisme. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, on est au milieu de ça, on est justement dans la nuance. On va avoir un récit qui va déconstruire le mythe du guerrier infaillible, et ce guerrier infaillible serait forcément dans la norme, parce que l'Amérique se construit aussi sur base de récits romancés. Vous le savez, il y a des grandes figures mythiques. Les héros de l'ancien temps et du temps moderne. Et le Marine fait partie de ces figures héroïques, tout comme le pèlerin, le cow-boy, le tenue bleu, le père fondateur. Bref, vous voyez où je veux en venir. Or, l'Américain moyen se vit face aux autres à travers le prisme de ces héros. Mais ces héros, ils sont romancés. On est dans l'ordre de la fable. Et donc, ces femmes ne rendent pas compte de la diversité et de la nuance. Or, aujourd'hui, dans ce monde changeant tel qu'il est aujourd'hui, et hier, en 1990, ça valait aussi, on a une série de jeunes hommes, de jeunes femmes aussi, on en parle moins ici dans la série, mais qui sont avec leurs propres identités, leurs propres aspirations, qui ont des qualités, des défauts, et qu'on ne peut pas simplement réduire à l'état de rouage par un simple jeu de discipline, de fer. On a tous l'image comme ça de la première heure de Full Metal Jacket avec ce sergent instructeur comme ça qui formate, et on sortirait de là après 8 semaines comme un petit robot, comme un rouage d'un ensemble. Pas du tout. La série, ce qu'elle veut dire aussi, et en ça, elle est un peu militante, voire même un peu beaucoup, dans le monde dans lequel elle s'inscrit, c'est-à-dire en 2025, sous l'administration Trump, elle dit aussi simplement qu'il y a une place pour chacun. Il y a une place pour chacun avec ses différences au sein de l'armée, et donc a fortiori au sein de l'Amérique aussi. Évidemment, ça fait écho. Comment on le perçoit? Parce que il y a la composition de ces troupes, la composition de ces jeunes recrues. Vous avez 2 types de motivation, parce que vous avez 2 types de profils. Il y a d'une part
l'Américain, le noir américain ou hispanique américain, qui lui vient chercher un statut dans l'armée. Il vient chercher une réelle intégration, une reconnaissance, le droit d'appartenir à une nation qui est soi-disant multiculturelle, mais qui dans les faits est purement raciste. Et de l'autre côté, on a une série de recrues de profils qui sont plutôt des blancs, des jeunes blancs, cisgenres, hétéros bien sûr, plutôt déclassés, plutôt proches du déclassement, quand même à la marge de la société. On n'est pas avec des enfants de riches, hein. On n'est pas avec des gosses de riches. Les gosses de riches, ils font Indianapolis, hein. Ils font l'école supérieure de l'armée. Ici, on est avec les Marines. Les Marines, c'est ceux qu'on envoie aux premières lignes, hein, au front, au débarquement. Et donc, ces hétéros cisgenres sont plutôt mueux par un sentiment de loyauté envers leur paternel. Ça revient beaucoup, hein, le fait de faire plaisir au paternel en endossant ce rôle de guerrier, mais aussi avec un besoin de rédemption aussi. On voit aussi qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est ça ou c'est la prison, finalement. Donc voilà, cette armée, elle se compose avec des profils qui normalement se parleraient jamais dans la vie, mais qui vont apprendre à se connaître parce que finalement, on se bat non pas pour des idéaux, on ne se bat pas pour le pétrole non plus. Quand on est Marines, quand on est comme ça sur le champ de bataille, on se bat pour son ami, pour son camarade, pour celui qui est juste à côté de soi. Et donc c'est difficile pour Cameron parce que lui, il cache sa vraie personnalité et donc parce il y a aussi ce conflit. Parce que c'est illégal. Alors je vais y venir parce que on est dans une période, et malheureusement ça revient aujourd'hui, où l'homosexualité est passible de renvoi en fait. Vous n'avez pas le droit d'être homosexuel et en tout cas vous n'avez pas le droit de l'afficher. Alors en 1990, c'est avant le fameux acte passé par l'administration Clinton qui s'appelait le Don't Ask, Don't Tell, qui remonte à 1994. Mais en fait ce Don't Ask, Don't Tell, hein, c'est une règle qui simplement institutionnalisait quelque chose qui était déjà en place depuis très longtemps. Ne demandez pas, ne racontez pas. En fait ça veut dire si vous êtes homo, on veut pas le savoir, n'en parlez pas et nous, la hiérarchie, on vous demandera pas. Mais effectivement, si ça se sait, si ça se voit, vous étiez et vous êtes viré. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis le retour de Donald à la Maison-Blanche et avec Pete Hegseth, son secrétaire d'État, c'est la chasse, non pas tout à fait aux homosexuels, on n'en est pas encore là, mais plutôt à toutes les personnes transgenres. Hein, il y a déjà eu 1000 licenciements en un an des personnes transgenres de l'armée américaine, ce qui fait dire qu'il y a un retour en arrière, comme ça, une intolérance, une chasse à la différence. Et la série, elle nous expose ça aussi finalement. Elle nous dit... Et il y a pas que le personnage de Cameron, parce que Cameron, il est là, il est curieux aussi, il découvre qu'il est comme il est. Proportionnellement, il sait qu'il peut pas être tout seul. Ils sont des dizaines de jeunes hommes là autour de lui, donc il ne peut pas être le seul homo. Donc il cherche aussi un peu à droite à gauche, tiens, qui pourrait lui ressembler et comment cette personne vivrait le fait d'être homosexuel. Et finalement peut-être ça va venir par l'endroit où on n'y attendait pas. Il y a, je vais un peu vendre la mèche, mais on le sait assez vite dans la série, il y a un instructeur comme ça, assez terrible, hein, le mythique instructeur, celui qui est bardé de médailles, qui va nous faire la démonstration aussi que peu importe son orientation sexuelle, c'est pas ça qui fait de vous un bon soldat. Mais ça, l'administration on veut pas l'entendre parce que finalement la sexualité c'est aussi quelque chose de politique pour certains tenants d'une tradition. Il y a un côté politique dans la série ou pas spécialement, ou en tout cas c'est soft? Moi c'est assez soft, on va dire qu'on est sur un militantisme soft, on est sur Netflix quand même, il s'agit quand même de rassembler le plus grand nombre, mais ils n'ont pas fait l'économie d'eux, c'est-à-dire qu'il y a quand même derrière ce récit quand même la dénonciation d'une politique beaucoup trop ferme, beaucoup trop excluante, hein, et puis je vous dis dans la série, il y a beaucoup de personnages qui sont issus de l'immigration, de seconde génération, de première génération, des Mexicains, etc. Forcément, qui viennent chercher ici, dans l'armée, le fait d'être reconnu, de pouvoir rester, d'avoir ses papiers. Aujourd'hui, voilà, on connaît tous les images de l'ICE qui vire à tour de bras tous ces immigrés illégaux et pourtant intégrés et qui payent des impôts. Hein, le grand paradoxe. Donc oui, il y a une forme de militantisme. Oui, il y a un discours un peu politique en nous expliquant que l'armée, c'est aussi le reflet de la société dans laquelle elle s'inscrit. Avec comme personnage principal Miles Heiser qui, paraît-il, est absolument incroyable dans la série et qu'on avait déjà pu découvrir dans la série 13 Reason Why, dont vous aviez fait la chronique aussi dans cette émission.